La première chose qu'on peut voir en entrant dans la salle de l'exposition unique en son genre, c'est une vidéo dans laquelle Philly Drouin développe sur ce que cette personne appelle les 5 dimensions du genre. Le sexe qu'on nous assigne à la naissance, le genre qu'on nous assigne à la naissance, l'identité de genre, l'expression de genre et l'attirance sexuelle et romantique. Cette vidéo-là, elle est présentée comme explicative alors qu'elle ne l'est pas. Le discours qu'on y entend est idéologique, il n'est pas simplement théorique. Et on y retrouve plusieurs problèmes de taille, un discours incohérent, des concepts centraux laissés sans définition, le détournement de sens de mots communément utilisés et des affirmations hautement discutables. J'ai déjà critiqué le discours de Philly Drouin, dont je vous rappelle que je la désigne comme une personne. Et les accords sont au féminin parce que j'accorde avec le genre grammatical du nom personne. C'est ce mot-là qui commande les accords. Je ne dis rien sur l'identité personnelle de Philly Drouin. Bref, j'ai critiqué son discours plusieurs fois par le passé et je vais insister un peu ici. Philly Drouin ne milite pas pour les droits humains, ni même pour les droits des homosexuels, bisexuels et trans. Cette personne-là, elle milite pour une idéologie particulière qui est l'idéologie queer. On peut être pour les droits de tous les humains sans endosser l'idéologie queer. On peut être pour les droits de tous les humains et refuser d'endosser l'introduction de l'exposition unique en son genre sur laquelle je vais développer ici. Alors, la première dimension du genre présentée, ce serait le sexe assigné à la naissance. Selon Drouin, ce serait un acte légal fait par le corps médical en regardant les organes génitaux de l'enfant. On cocherait la case M sur l'acte de naissance si l'enfant a un pénis et la case F s'il a une vulve. Bon, ça semble à peu près conforme à la réalité si on laisse de côté que le sexe des bébés est souvent identifié bien avant la naissance. Mais il y a un problème beaucoup plus important à relever. Il ne s'agit pas d'une assignation, mais d'un constat. Présenter le sexe comme assigné dans un discours censé être informatif, c'est un problème. Et Drouin enchaîne en parlant des formes d'intersexuation. Certains enfants naissent avec des organes génitaux ambigus et selon Drouin, ça fait que le système légal dont elle parle n'est pas sans faille. On voit mal comment le fait qu'il existe des anomalies représente la preuve de faille dans un système qui est en réalité simplement l'habitude de constater l'état de ceux qui ne se caractérisent pas par une anomalie. La majorité des enfants sont sans ambiguïté de sexe masculin ou de sexe féminin. Et pour une minorité d'entre eux, de façon tout à fait objective, on peut prendre connaissance d'une anomalie telle qu'on n'est pas certain de leur sexe. Dans tous les cas, on constate l'état des bébés. Il n'y a pas d'assignation ici. Et tout de suite après avoir dit que le système n'est pas sans faille, Drouin ajoute « Le corps des êtres humains, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que seulement 2 modèles. » Amalgamer plus ou moins subtilement une affirmation fausse à une affirmation vraie, mais très différente de la première, c'est un sophisme bien prisé par ceux qui militent pour l'idéologie queer. Drouin est passé de l'affirmation que le sexe est assigné selon un système légal qui comporte des failles à celle qu'il n'y a pas seulement 2 modèles de corps humain. 2 affirmations complètement différentes l'une de l'autre, dont la première est fausse, alors que la seconde est vraie. Bien sûr
qu'il n'y a pas seulement deux modèles de corps humain. Ça, c'est un scoop pour personne. Même en laissant de côté les cas d'intersexuation, tout le monde sait que les corps d'hommes sont différents les uns des autres, et la même chose pour les corps de femmes. Ceci dit, il demeure qu'il y a deux sexes, et que l'on n'assigne pas leur sexe aux humains, on le constate seulement. Distinguer les humains selon deux catégories sexuées, c'est présenté dans l'exposition comme une construction sociale qui imposerait des catégories discrètes artificielles à une réalité plus complexe que les dites catégories. Mais comme le disait le biologiste Richard Dawkins dans un texte paru récemment dans le New Statesman, un texte dont j'ai lu la traduction française dans une autre capsule récemment, alors, comme le dit Dawkins, bien que nos catégories discrètes soient souvent artificielles, c'est-à-dire qu'on distingue souvent deux catégories discrètes pour y classifier des objets qui, dans la réalité, se situent plutôt sur un continuum. Par contre, en ce qui concerne le sexe, il y a bel et bien deux catégories discrètes. Dawkins aborde les cas d'intersexuation dans ce texte-là. Il s'agit d'anomalies du développement qui sont rares et qui n'infirment pas que chez la majorité des espèces animales, dont l'espèce humaine, il existe deux types de gamètes, mâles et femelles, et le corps d'un humain est constitué en fonction de la production de l'un ou l'autre de ces types de gamètes. Autrement dit, notre espèce se divise objectivement, indépendamment de toute interprétation culturelle et de toute classification légalement établie, en deux sexes. J'attire aussi votre attention sur un texte écrit par Jerry Coyne et Luana Maroja, deux biologistes qui déplorent l'idéologisation de leur discipline. Une idéologisation qui les empêche de faire leur travail correctement. Alors, il y a un lien dans la description de la vidéo pour lire le texte par vous-même si vous voulez. Et je vous annonce que la traduction française de ce texte va paraître dans le prochain numéro du Québec sceptique. Alors, quoi qu'il en soit, Coyne et Maroja font valoir eux aussi que le sexe n'est pas un spectre, il est bien binaire. Et ils répondent à l'argument qui consiste à invoquer les cas d'intersexuation. Alors, un fait notable, je ne vais pas vraiment faire de commentaires sur le texte, mais simplement relever que dans l'exposition unique en son genre, on dit que les intersexués représentent 1,7% des naissances. Coyne et Maroja, eux, ils parlent de 0,018%. Dawkins dit dans le texte dont je parlais plus tôt que le fait d'inclure le syndrome de Turner et le syndrome de Klinefelter comme des cas d'intersexuation fait augmenter artificiellement la proportion d'intersexes. Et c'est peut-être exactement ça que les concepteurs de l'exposition ont fait pour en arriver à un chiffre nettement plus élevé que celui donné par Coyne et Maroja. Mais bon, il faut dire qu'eux, ils voient des personnes trans ou des genres supplémentaires dans le simple fait que quelqu'un ait des intérêts atypiques pour son sexe, et ils sont capables de prétendre que le pénis et la vulve ne sont pas si différents que ça. Alors, ils sont bien capables de tordre la réalité aussi de façon à voir de l'intersexuation où il n'y en a pas, hein? Mais revenons au discours de Philly Drouin. Dans la vidéo d'introduction, après le sexe assigné à la naissance, elle nous parle de l'assignation d'un genre à la naissance. Ça, ce serait un acte social. Il s'agirait des attentes collectives que l'on a envers l'enfant selon son sexe. Autrement dit, les normes de féminité et de masculinité. Eh bien, c'est encore fallacieux s'il n'est pas complètement faux de parler d'assignation du genre, contrairement au sexe. Il faudrait parler d'assignation après la naissance. C'est durant la socialisation qu'on inculque les normes de féminité et de masculinité aux enfants, pas à leur naissance.
Et de toute façon, si ce n'est pas complètement faux de dire que les normes de masculinité et de féminité sont assignées par la société, ce n'est pas entièrement vrai non plus. Il faut souligner que ces normes-là, elles reposent en partie sur des différences biologiques. D'ailleurs, vous avez possiblement remarqué que quand j'utilise le mot genre, je fais des signes de guillemets, c'est pour signaler que je mentionne le mot plus que je ne l'utilise. En ce qui me concerne, je n'endosse pas le concept de genre tel qu'il est présenté dans l'exposition parce qu'il implique que la féminité et la masculinité sont strictement des constructions sociales. Elles ne le sont pas. Mais revenons aux propos de Drouin. Drouin décrète qu'en utilisant les mots filles et garçons, je la cite, on ne parle pas de caractéristiques sexuelles, on parle de caractéristiques sociales qu'on appose sur des enfants. Ça, là, c'est faux. Selon Drouin, si on disait à des grands-parents qu'un enfant est une petite fille, ils ne voient pas un enfant avec une vulve, mais un enfant avec les cheveux longs, calme, doux, avec une robe, des paillettes, qui aime danser. Ce sont les mots de Drouin. Je les reprends mot pour mot. Ces propos-là qu'elle tient peuvent être critiqués aussi facilement qu'ils sont émis. Des grands-parents visualisent fort probablement un bébé avec une vulve si on leur annonce la naissance d'une fille. Et on peut même supposer qu'ils y accordent concrètement une certaine importance. Ça se peut que parfois ce soit eux qui doivent changer la couche de la petite fille. Alors là, non seulement ils vont voir sa vulve, mais ils vont devoir la nettoyer. Bien sûr que les grands-parents et tout le monde sait que les petites filles ont une vulve. Et c'est aussi vraisemblable que des grands-parents font la différence entre une petite fille turbulente avec les cheveux courts, toujours en pantalon, qui n'aime ni les paillettes ni la danse. Ils font la différence entre une petite fille qui correspond à cette description-là et un petit garçon. Passons à la suite, même si la troisième dimension du genre qui était mentionnée, c'était l'identité de genre, Drouin passe directement du genre assigné à l'expression de genre. Comme si la notion d'identité de genre se passait de définition. Et dans la capsule précédente, j'ai parlé du peu qu'on peut trouver dans l'exposition sur la notion d'identité de genre. Somme toute, le mystère continue de planer sur ce que c'est exactement. Mais maintenant, parlons de l'expression de genre. Elle est présentée dans le guide, pas dans la vidéo dont je parle, mais dans le guide qui accompagne l'exposition, comme ce qui exprime l'identité de genre. Or, Drouin précise dans la vidéo qu'on ne peut pas nécessairement se fier à l'expression de genre de quelqu'un pour deviner son identité de genre. Parce que, dit-elle, les caractéristiques ne sont pas féminines ou masculines. En fait, elle dit elles ne sont pas fondamentalement féminines ou masculines. Elles sont simplement humaines. Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'elles peuvent servir à exprimer un genre masculin ou féminin? Et en quoi est-ce qu'il s'agit de l'expression de l'identité de genre si ça ne permet pas de savoir quelle est l'identité de genre de la personne? Et à d'autres moments de la vidéo, qui ne durent même pas 5 minutes, Drouin affirme au contraire l'existence de caractéristiques masculines et féminines. Elle nous dit vraiment une chose et son contraire. Et quant à l'attirance sexuelle et romantique, qui est supposément la 5e dimension du genre, il s'agit pour ainsi dire de l'orientation sexuelle, qui n'est pas du tout la même chose que le genre. Et entretenir la confusion entre les deux, c'est trompeur. J'ai déjà mentionné que l'acronyme LGBTQIA2S+, a pour effet d'effacer les particularités de ceux qui correspondent à l'une ou l'autre des lettres, et que le discours présenté dans l'exposition, et plus généralement l'idéologie queer, avait pour effet d'effacer les homosexuels et bisexuels. Eh bien, je refais le commentaire. Traiter l'orientation sexuelle comme une simple dimension du genre,
c'est occulter le sexe, c'est accessoiriser la réalité des LGB. C'est faire d'eux un détail dans une cause qui a, pour ainsi dire, arrêté d'être la leur. À la prochaine.